le coucou ne fait pas de nid. Il va là où il y a déjà un nid. Eh bien, Uber est arrivé sur un marché qui existait déjà. Il a pris des professionnels. Il a dit, vous voulez du boulot? Moi, j'ai des clients pour vous. Et puis, il s'est adressé aux clients en leur proposant un service, un concept nouveau. Il s'est mis en intermédiaire. Et c'est ce qui est en train de se passer sur combien de secteurs d'activité. Donc, si les professionnels eux-mêmes n'ont pas cette dynamique pour aller chercher la technologie d'aujourd'hui, pour être dynamique, entreprenant et aller vers le consommateur et vers le client, eh bien, il y en a d'autres qui le feront à leur place. Voilà où est le danger. Et on parle d'ubérisation. Je ne sais pas si c'est courant chez vous, mais nous, ça y est, c'est dans Wikipédia, vous avez l'ubérisation. Bon, c'est ce phénomène qui consiste donc à jouer, à être un intermédiaire et qui amène des services nouveaux. N'imaginez pas que la comptabilité puisse rester à l'égard, en dehors de ce courant-là. La matière se prête à ça. La matière comptable se prête à la dématérialisation. Donc forcément, il y a le risque que d'autres puissent proposer ce service qui est notre métier. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est impératif que les experts comptables eux-mêmes intègrent la technologie d'aujourd'hui et aillent sur la numérisation et la dématérialisation pour éviter que d'autres viennent se mettre à leur place avec leurs propres clients. Et les derniers logiciels que l'on voit sur le marché ont tendance justement à éliminer le professionnel pour permettre aux entreprises d'agir elles-mêmes. Alors, dans ce contexte, Internet, c'est très bien, c'est très beau. Comment arriver à sécuriser ce qui se passe sur Internet? Nous sommes dans un monde de liberté. Quand on parle de Uber, Uber arrive. Ah bon, il y avait une réglementation sur les taxis? Ah, je ne savais pas. Oui, mais c'est Internet qui lui permet d'y aller. C'est de la liberté, c'est le Far West. Là, on est en train de conquérir un monde nouveau. Quand on parle de révolution et de nouvelles sociétés, ce qui est en train de se passer, c'est bien une société dans laquelle il n'y a pas de règles. Les règles arrivent après, les lois vont arriver après, mais aujourd'hui nous sommes dans cette phase où on utilise un espace nouveau qui est mis à disposition par une technologie pour aller le plus loin possible, mais la réglementation a un peu de retard, mais elle va arriver, enfin en tout cas je le pense, et puis en même temps je le souhaite. Donc on a des acteurs qui se jouent de ces règles-là. Pour eux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc une licence de taxi, pour pouvoir exercer une activité de taxi, il faut avoir une licence, il faut faire une formation. Enfin, il y a une réglementation, monsieur le directeur, comme certainement dans votre pays. Donc il y a des conditions. Eh bien, Uber ne connaît pas ça. Uber Pop, qui permet à un particulier de mettre sa voiture à disposition pour transporter quelqu'un d'autre, ignore complètement la réglementation. Ça nous a valu de belles grèves. Bon, on est champion du monde dans beaucoup de choses, mais en grève, on est pas mal. Eh bien, la réaction des professionnels a été très violente parce que eux ont respecté tout ce qui a été demandé. Eux ont acheté des licences, souvent très chères, qui sont aujourd'hui incapables de revendre. L'activité taxi est condamnée. Donc voilà, confrontation d'un monde nouveau avec un monde qui est d'une autre époque. Donc l'exemple d'Uber, d'où le terme d'ubérisation. Et cette économie nouvelle, ce qui est en train de se passer avec cette recherche de liberté, a un petit côté, comment dire, sympathique, contestataire, marginal. On se déjoue de tout ce qui existe. Avec Airbnb, je mets une chambre à disposition, j'accueille les clients, je me fais payer, je ne déclare rien, tout va bien. J'ai l'impression de frauder gentiment, mais bon, tout va bien. Et puis, on voit les plateformes avec... si on parle de crowdfunding, il y a une notion de réseau social. Facebook est passé par là, entre-temps. Donc, vous avez le concept des amis. Donc, vous avez un groupe d'amis. On se réunit autour d'un projet. On met chacun $100 ou 200 ou 500. Et puis, ça fait une petite communauté. Et on est dans un concept nouveau, d'une société nouvelle où on a une activité qui est professionnelle. On met de l'argent. Il y a de l'argent qui circule dans les tuyaux. Là, ça génère quand même des finances. Et il y a quand même un petit côté marginal, un petit côté je prends le maquis et j'ai rien déclaré, et tout ça fait partie de cette ambiance aujourd'hui.
qui mérite quand même un petit peu qu'on s'en occupe, en tout cas les autorités publiques. Nous, ce n'est pas notre job, nous on est là pour servir à l'économie, mais peut-être qu'on peut aider. Donc, cette nouvelle génération, parce que bon, c'est leur monde, hein, les natifs, ceux qui sont nés avec l'iPhone dans la main, là, ils sortent, ils arrivent au monde, ils ont l'iPhone dans la main. Ils sont dans ce contexte de connexion permanente où tout est en permanence accessible à tout. L'ordinateur d'aujourd'hui, c'est ça. L'ordinateur, c'est le smartphone. Tous connectés, on a accès à toutes les données, on gère l'entreprise à distance. Alors, petite anecdote, je n'ai pas trop de temps, mais très vite. Juste après le congrès, mon associé, que je vois de temps en temps, pas souvent, mais je le vois de temps en temps, il me dit « Tiens, ça va t'amuser, on a perdu un client, c'est pas très grave, c'est un petit client, mais il a été démarché par un de nos confrères qui lui a proposé un logiciel où il va recevoir sur son smartphone, tous les mois, son tableau de bord à partir de la déclaration de TVA. Et nous, on n'a pas ça. Il n'a rien à dire sur la qualité de la prestation, il est très content de ce qu'on faisait, mais il n'a pas le joujou qui consiste à avoir le graphique en couleur sur son smartphone tous les mois avec sa déclaration de TVA. Mais il est parti. Quand je vous dis qu'on a intérêt à changer, si on ne peut pas disparaître. Et ça s'est fait sur une base de technologie, un jouet qui brille, qui attire. Donc cette génération d'aujourd'hui a besoin de ça, il faut avoir ces outils et donc cette connexion permanente dans la vie de tous les jours. Alors, sur les craintes, je continue sur ce chapitre de ce qui est en train de se passer. Les acteurs d'Internet aujourd'hui, qui dominent le monde, ayons un peu de lucidité pour comprendre ce qui est en train de se passer. Si on parle des GAFA, bon, vous connaissez les quatre, hein, Google, Apple, Facebook et Amazon, leur capitalisation boursière à 4 dépasse le CAC 40 en France. C'est-à-dire les 40 sociétés cotées en bourse aujourd'hui. Leur chiffre d'affaires est supérieur individuellement au PIB de nombreux pays. Ce sont de véritables puissances économiques qui deviennent des puissances politiques, des puissances sociétales et qui représentent aujourd'hui, ils sont devenus incontournables. Et ils représentent donc un poids parce qu'on ne sait pas faire autrement. On est quasiment tous connectés à Google. Tous. Simplement, ce qui est en train de se passer, c'est que tout ça s'est fait incidemment. C'est présent sans trop le savoir. C'est comme le sucre dans le lait chaud. C'est partout et nulle part. Vous ne le voyez pas, mais il y est. Eh bien, Google, il fait partie de nos vies. Et vous avez aujourd'hui, incidemment, je dirais, une richesse d'informations qui est remontée alors, sur nos vies privées. Enfin, vous avez vu les articles de cette semaine sur Apple. Sur nos vies privées, sur nos données privées. En ayant ouvert notre compte Facebook, c'est sympa, on communique. Oui, mais au passage, vous avez mis la date de naissance, vous avez mis le lieu de naissance, vous avez mis l'école par laquelle vous êtes passé, vous avez mis vos centres d'intérêt, etc. L'algorithme qui fonctionne et qui est capable de fournir de l'information à des sociétés commerciales qui vont être en demande et qui vont acheter la donnée pour avoir une exploitation commerciale. Donc c'est sous cet angle apparemment sympathique et amical d'un partage d'informations, et bien derrière il y a une machine puissante qui tourne et qui fait que nous en venons à des liens qui sont des liens de dépendance. C'est formidable qu'il y ait ces outils et on ne saurait pas s'en passer aujourd'hui. Mais le résultat, c'est que nous sommes dans une dépendance matérielle. Tous autant que nous sommes, imaginez que la grosse machine soit en panne ou que ça ne fonctionne pas, comment allons-nous survivre? Comment allons-nous faire fonctionner nos entreprises? Ce serait pas nos messageries. Imaginez un jour sans votre messagerie. Moi, je ne saurais pas vivre. Hein, donc, je pense qu'il faut avoir un peu de recul, un peu de distance pour analyser ce qui est en train de se passer. Si on parle du cloud, le nuage, nous sommes tous, nous y allons, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes avec des serveurs, vous n'allez pas y rester longtemps, mais nous sommes tous dans cette technologie d'aujourd'hui qui est apportée par nos prestataires, par nos fournisseurs, qui nous proposent d'avoir un hébergement sur le cloud, très bien. Mais le cloud, c'est quoi? Le cloud, c'est du big data. Ça part sur le nuage, mais on en fait quoi de l'info? Et au passage, quid de notre secret professionnel? Les informations que notre client nous confie, ou si nous sommes sur une mission d'audit avec de l'information, avec un dossier où il y a des informations qui sont plus que confidentielles,
elle devient quoi cette information quand elle part sur le cloud de mon prestataire qui me garantit tout, sauf qu'il est hébergé par X ou Y et que le cloud, par définition, il se balade, on ne sait pas trop où il est, et qu'il est peut-être frappé par la loi américaine. Je dis ça au hasard, puisque bon, vous connaissez la loi américaine sur la protection de données. Il y a du danger. Il y a du risque et notre profession est concernée parce que nous ne savons pas ce que devient la donnée. S'il y a une exploitation commerciale derrière de ce que nous a confié notre client, notre propre responsabilité peut être engagée. Nous nous sommes posé la question, je ne sais pas où vous en êtes de vos réflexions, de savoir si on ne devrait pas engager le cloud de la profession. Est-ce qu'il respecterait ces règles de confidentialité et de secret professionnel? Est-ce que ce ne serait pas engagé? Quand on a commencé à regarder, on a compris que c'était un autre métier, mais la question reste quand même sur la table pour éviter cette exploitation commerciale. Et cette course au big data aujourd'hui, elle est effrénée. On voit tout le monde rechercher de la donnée. Donc attention à ce qui peut être fait de nos propres données, qui sont celles de nos clients. Autre sujet concernant Internet, j'en dis deux mots tout à l'heure, la fiscalité. La fiscalité d'hier a une économie qui est complètement différente aujourd'hui. Amazon, on aime beaucoup Amazon, il n'y a pas de problème. Amazon fait un chiffre d'affaires en France de plusieurs centaines de millions. Pas un centime de fiscalité. Mais il n'y a pas d'établissement permanent. Vous connaissez la notion d'établissement permanent dans notre fiscalité, ce sont des règles internationales. Oui, sauf que là c'est une plateforme et qu'il n'y a pas de présence. La présence physique, elle est dans un paradis fiscal. So what? Mais, au passage, il y a de l'ingénierie, il y a du savoir-faire, et bon, nous sommes là aussi pour apporter des conseils, pour faire des montages de cette nature, mais le résultat de tout ça, c'est que Amazon, avec leur chiffre d'affaires, concurrence le commerce traditionnel, fait plier des boutiques, des petites librairies et des commerçants qui n'ont plus de travail parce que il y a cette consommation d'une nature différente, et que l'économie est affectée, le pays est affecté. Non seulement il n'y a plus d'emplois, mais en plus il n'y a pas d'impôts, personne ne contribue aux pots. Donc cette fiscalité-là, elle n'est plus adaptée. Si on ne redéfinit pas aujourd'hui ce qu'est la notion d'établissement permanent ou ce qu'est la consommation dans un pays avec cette base de communication et de consommation qu'est Internet, nous avons tout à perdre. Donc, sujet sur la table. Alors là, pour le coup, ce n'est pas la profession. Nous sommes, à disposition de l'autorité publique pour apporter notre science et notre savoir. Mais il s'agit aujourd'hui de savoir comment faire contribuer les acteurs de l'économie à la fiscalité locale. La fiscalité, c'est ce qui permet d'entretenir des routes, des écoles, des hôpitaux et tout le reste. Donc, il y a un vrai sujet de l'adaptation aujourd'hui du numérique, de la fiscalité au numérique. Autre sujet, la relation avec l'entreprise. La déclaration fiscale, nous vivons tous de ça. On est entre nous, on peut se le dire, il n'y a pas de journalistes, ça va, bon, on en vit. Notre meilleur fonds de commerce a été alimenté par la complexification de la fiscalité. C'est une réalité. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de fichiers. Je ne sais pas quelle est la situation au Québec et au Canada, mais en France, quand on a un contrôle fiscal par l'administration, on doit fournir le fichier, c'est-à-dire la totalité des écritures. Donc le principe qui consiste à faire une déclaration, c'est fini, c'est d'une autre époque. C'est une entreprise qui est dans un vase clos, qui a son business, qui a son activité, qui vit, et qui produit une déclaration, un papier qu'elle va remettre à l'administration pour dire voilà ce qui s'est passé chez moi. Je déclare avoir fait ceci, cela. Et puis, de façon périodique, l'administration vient voir dans l'entreprise si elle a effectivement fait ce qu'elle a déclaré, si ça correspond. Ça s'appelle un contrôle fiscal. Sauf qu'aujourd'hui, avec des fichiers, avec la transmission de fichiers, eh bien, l'administration peut avoir accès à tout. Donc moi, je l'ai dit de façon un peu provocatrice à notre ministre de l'économie, mais sur un débat public, je dis, mais monsieur le ministre, allons directement à la relation permanente de l'administration avec l'entreprise, qui va consister à ouvrir les fichiers, à mettre à sa disposition une base de données où elle viendra se servir, mais il n'y a plus besoin de faire une déclaration. Prenez les bases, faites vous-même les calculs, et vous allez nous faire gagner du temps à tous. On va supprimer les déclarations fiscales. Ah, les experts comptables proposent de supprimer les déclarations fiscales. Là, autre chose. Bon, c'est un peu provocateur, mais nous sommes sur cette voie. Et je suis
certain que dans les 10, 15, 20 ans, je ne suis pas tout jeune, mais on verra ça de notre vivant, la relation entre l'administration et les entreprises sera d'une nature complètement différente. Et qu'au passage, la fraude fiscale va disparaître. Il y a cette attente et cette demande de la part de l'administration. La base de l'impôt, j'en ai parlé. Sécurité, parce que l'heure tourne, il va falloir que j'arrête sûrement. Parlons de sécurité. Alors, comment... Alors, que je vous dis tout à l'heure, c'est pas trop à nous à jouer ce rôle-là, mais en tout cas, apporter des idées. C'est au pouvoir public, c'est à l'autorité publique de chaque pays que d'apporter des réponses pour s'adapter, pour utiliser les outils qu'il faut et pour avoir cette sécurité organisée au niveau du pays. Bon, évidemment, il y a la fiscalité qui va avec, mais simplement la sécurité de l'économie, la sécurité du consommateur, du marché. Donc comment apporter cette sécurité et comment nous, experts comptables, pouvons jouer un rôle sécuritaire dans notre économie. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais en préambule, l'organisation de la profession, la volonté du législateur de créer une profession qui allait apporter donc, des prestations au marché, donc aux entreprises, mais en échange de quoi il y avait une sécurité qui était apportée, parce qu'il y a un niveau d'exigence, formation de haut niveau, il y a un contrôle de qualité, il y a une discipline, il y a avec des sanctions, il y a de l'éthique qui est mise partout. Simplement, vous pouvez avoir toutes ces règles, s'il n'y a plus la matière, ça ne pourra pas s'appliquer. Ce matin, vous connaissez tous Le Figaro, un des grands quotidiens français. Ce matin, donc, interview, un journaliste qui m'appelle. Le projet de loi de la ministre du Travail prévoit la dématérialisation du bulletin de paye. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que pour vous, c'est une simplification? Je dis, mais madame, la simplification, non. Le bulletin de paye reste tout aussi compliqué. On va pas, parce que derrière ça, vous avez la question, donc ça va coûter moins cher. Donc je la voyais venir. Donc non, on a remplacé le timbre-poste pour envoyer le bulletin de paye aux salariés par un envoi d'un fichier. Donc il n'y a pas de simplification. C'est l'adaptation à une société qui n'est plus la même. C'est tout. Par contre, parlons de sécurité. L'information qui va être envoyée, est-ce qu'elle va être sécurisée au point de ne pas être falsifiable? Si vous envoyez un PDF aujourd'hui, un bulletin de paye par PDF, vous prenez des gros risques. Hein. Celui qui le reçoit, s'il est un peu malin et qui sait manier les outils, il va savoir vous le refaire, le bulletin de paye. Hein. Deuxièmement, le tuyau par lequel ça passe, est-ce qu'il est sécurisé ou est-ce que ça va partir, il va y avoir une fuite et ça va partir sur un big data qui va en avoir une exploitation? Où est la sécurité? Troisièmement, la conservation. Comment allez-vous assurer la conservation de l'information avec, par exemple, une gestion de données électroniques qui serait dans les mains de professionnels qui, eux, s'engagent à apporter une sécurité avec toutes les normes de sécurité qu'il faut. Donc voilà un rôle pour la profession des experts comptables, pourquoi pas? Voilà un rôle qui peut nous permettre d'apporter de la sécurité en nous adaptant à une technologie différente. Donc, nous avons un rôle qui est aujourd'hui une implication très forte auprès des entreprises, les PME et les TPE. Nous sommes présents, alors nous en France, à plus de 80% d'entreprises qui font appel à nos services. Nous avons une confiance, alors ce sont des sondages réguliers qui sortent, 93% de satisfaction, donc les chefs d'entreprise comptent sur nous et ils nous accordent leur confiance. Nous avons ces règles d'éthique qui nous honorent. Je dis tout le temps aux jeunes, quand il y a des prestations de serment ou des remises de diplômes, etc., vous avez envie de tout casser, de tout révolutionner, vous arrivez, vous avez la patate, vous voulez tout remettre en cause, c'est très bien. Il y a une chose que vous ne devez pas remettre en cause, ce sont les règles de déontologie, les règles d'éthique. Gardez ça, c'est ça qui fait la différence entre vous et les autres professionnels du marché. Vous pensez que vous êtes les meilleurs du monde, détrompez-vous, la compétence, elle est partout. La compétence technique, elle est partout. Ce qui fait la différence, c'est votre prestation de serment, c'est votre engagement de respecter une éthique. Et cette éthique-là, aujourd'hui, il s'agit de la mettre au service de l'économie numérique. Et nous sommes les professionnels qui peuvent apporter cette sécurité. Dans les propositions que je viens de faire au ministre de l'économie, je lui ai parlé d'un statut de tiers de confiance numérique qui pourrait nous être confié. Alors bon, on négocie, hein, on n'y est pas. Mais quelques exemples. La signature électronique. Alors je ne sais pas vous, mais nous avons mis au point un process de signature électronique
très sophistiqué qui apporte une sécurité. C'est-à-dire qu'un expert comptable qui envoie un document à son client, un bulletin de paye ou des états financiers ou un rapport d'audit, ce que vous voulez, ce n'est pas un envoi de PDF. Il y a, on utilise encore aujourd'hui la logistique du PDF, mais on y met une signature électronique et il est blindé le document, il n'est pas modifiable. Donc il faut arriver à imposer cette technologie au cabinet qui transmet des documents par Internet. La gestion des flux, alors nous ne sommes pas des éditeurs de logiciels, mais on peut jouer un rôle dans la transmission. La petite entreprise, la toute petite, la micro-entreprise qui n'a pas la technologie d'aujourd'hui, eh bien, elle peut confier à son expert comptable l'envoi de ses factures, par exemple, à ses clients, avec une sécurité qui sera garantie. L'archivage, j'en ai parlé pour les bulletins de paye. Voilà, donc, ça c'est pour autre chose. Bon, vu l'heure, je vais arrêter. Je pense qu'au niveau international, on mériterait aujourd'hui de repenser, mais ça c'est du rôle de l'IFAC, c'est plus de l'IFAC, de l'IASB, de repenser à une norme d'exercice professionnel qui correspondrait à cette mission de conseil et d'accompagnement qui aboutit à une attestation, mais dans un concept différent. On n'est pas dans de l'atteste, c'est le faiseur de compte. Nous préparons les états financiers. Nous disons que nous avons préparé les états financiers en ayant appliqué des standards et des normes. Et nous émettons un document qui est utile pour notre client et qui lui permet d'avoir accès à la finance, d'avoir des relations avec ses tiers, etc. Donc ce concept-là, qui est une norme d'exercice professionnel en France depuis toujours, n'existe pas à l'échelle internationale. Entre la norme d'audit et la norme de compilation, il y a un espace, il y a un gap énorme, et je pense qu'on mériterait de repenser à cette fonction que peut rendre le professionnel aujourd'hui. On y met de la fiscalité. Moi, je crois beaucoup à l'avenir de la fiscalité pour notre profession, parce que la comptabilité, encore une fois, nous sommes de moins en moins utiles et nécessaires. Par contre, la fiscalité, il y a un besoin de nous. Et nous pouvons compter sur l'autorité publique pour une raison très simple, c'est que nous aidons à collecter l'impôt quand même, donc ce n'est pas neutre. Donc si on construit une fonction et un rôle pour le professionnel autour de ce rôle de fiscalité, je pense qu'on aura toujours le soutien de l'autorité publique. Donc voilà pourquoi mais ça, bon, j'ai pas le temps, on en reparlera à une autre occasion. Donc voilà, merci, j'étais un peu long, pardonnez-moi. Alors, comment ça se passe ? Il y a des... Nancy, c'est vous qui avez le micro ? Merci, M. Ararou. Fort intéressant et à la fois un peu inquiétant. Je me demandais quel rôle les experts comptables devraient pouvoir jouer justement pour l'ajustement de la réglementation en fiscalité en particulier. Alors, c'est un sujet d'actualité, en tout cas en Europe aujourd'hui. Le Parlement européen a lancé une enquête suite à l'affaire LuxLeaks. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, où on parle d'évasion fiscale et on accuse les professionnels, nos cabinets qui ont leur savoir-faire, d'avoir contribué à l'évasion fiscale. Et nos confrères qui ont été auditionnés ont été malmenés, ont été insultés par des parlementaires qui les ont traités de tout. On sent bien qu'il y a un besoin d'apporter une sécurité dans ce rôle que peut faire un professionnel s'il est conduit par des règles d'éthique. Donc la fiscalité n'est pas une activité réservée, c'est pas un métier en soi, nous sommes plusieurs, les avocats sont présents, les notaires chez vous, enfin il y a d'autres professionnels ou pas réglementés du tout. Moi il me semble que nous avons grand intérêt à revendiquer non pas une réglementation pour l'exercice fiscal, mais à une revendication de l'exercice de la fiscalité par des professions déjà réglementées. C'est-à-dire que notre déontologie doit être de nature à amener de la sécurité d'un côté à l'autorité publique et de l'autre à nos clients sur la matière fiscale. Donc je pense que c'est dans l'air du temps aujourd'hui à l'échelle internationale. L'OCDE travaille aussi sur les sujets, alors je parlais tout à l'heure d'adapter la fiscalité au numérique.
il va bien falloir des acteurs pour aller sur ces concepts-là. Il va bien falloir arriver à identifier l'information. Si on dit, on redéfinit la notion d'établissement permanent et que l'on retienne des flux, ces flux, on les identifie comment et qui le fait? On va aller chercher les banques? Oui, d'accord. Mais donc, je pense que nous avons un rôle important à jouer dans cette économie numérique, et notamment au regard de la fiscalité. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait besoin de nouvelles règles, mais nos propres règles peuvent servir à cet objectif. Voilà. En tout cas, je m'y suis engagé. Oui, bonjour. Jean-François Tuat, Conseil interprofessionnel du Québec. Je vous pose la question un peu brutalement. Est-ce qu'il y a un risque d'ubérisation des services comptables? Bon, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Je vous ai dit oui, il y a un risque. Il y a un risque si nous n'anticipons pas les évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'on voit arriver des logiciels d'une nouvelle génération qui permettent à l'entrepreneur ou à n'importe qui de faire de la comptabilité sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Avec un langage où le débit-crédit, ça n'existe plus. On vous pose une question avec votre vocabulaire à vous, c'est des concepts très simples, et hop, ça envoie l'information là où ça doit aller. Donc il y a un risque d'ubérisation, mais la profession, franchement, je ne sais pas comment vous travaillez dans vos cabinets, mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour se botter les fesses pour regarder comment on allait dématérialiser. Donc les récupérations de fichiers, on sait faire, la lecture et la scannerisation aussi, la récupération d'informations bancaires aussi. Bon. Donc cette dématérialisation-là, nous l'avons déjà engagée depuis des années. Là maintenant, il faut passer à un concept différent, à une étape différente, me semble-t-il. C'est structurer l'organisation de votre cabinet sur cette dématérialisation-là. Ce n'est pas simplement les pièces comptables, c'est l'organisation, c'est la relation avec votre client, comment faire en sorte d'avoir cet échange de données. Donc, ce que j'ai dit pour les taxis, si vous intégrez vous-même les outils d'aujourd'hui dans vos process et dans votre organisation, personne ne viendra s'y mettre. Si vous laissez l'espace vide, la nature a horreur du vide, elle ira. Donc il y a un risque, mais je ne suis pas inquiet. Je pense que la profession a déjà bien réagi et ne laissera pas venir d'autres acteurs dans nos échanges et nos relations avec nos propres clients, parce que c'est ça le danger. Bonjour, Jasmine Marcourt des CPA du Québec. En fait, vous avez parlé de mauvaise utilisation peut-être de données avec l'avènement du numérique, mais ce qui nous inquiète particulièrement, puis je voulais savoir ce que vous en pensez, qui fait peut-être, c'est comment distinguer le faux du vrai. Parce que c'est ça aussi, avec l'avènement des nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile peut-être d'avoir des fausses données ou de manipuler. Alors comment on arrive maintenant à avoir une certitude que les données que nous recevons dans différents domaines sont les vraies données? Mais, voilà, vous y êtes en plein, vous avez tout compris. C'est le rôle des CPA, c'est le rôle des experts comptables que de certifier cette donnée. C'est-à-dire à partir du moment où c'est produit, où l'information est produite et donnée par un expert comptable, elle est de qualité, elle est certifiée. Et c'est ce concept-là qu'il faut arriver à faire passer à nos gouvernants, à l'autorité publique, pour qu'ils comprennent que s'il n'y a pas cette sécurité, il y aura du n'importe quoi, il y aura du risque, il y aura du danger, il y aura de l'exploitation, il y aura de la fausse information. Exemple, les plateformes de crowdfunding. Nous avons passé une convention, quand elles ont commencé à fleurir en France, elles sont arrivées, c'était il y a 1 an et demi, première plateforme, on a passé une convention avec eux, une première qui existe pour que la plateforme elle-même, alors qu'elle n'a aucune obligation, exige que les états prévisionnels soient produits par un expert comptable. Elle ne prend pas le dossier, ne le présente pas s'il n'y a pas un expert comptable qui est dans la boucle. Et deuxième, parce qu'on ne peut pas mettre grand-chose, mais deuxième engagement que nous avons demandé à prendre, c'est que l'expert comptable produise une attestation sur l'emploi des fonds. Donc il y a une levée de fonds, 50 000 pour investir sur une machine, très bien. Est-ce qu'il est parti aux Bahamas avec sa copine pendant 3 mois ou il a bien investi sur la machine? Donc l'expert comptable, il aura vu la facture, il aura vu le paiement, éventuellement il aura même été voir sur place si elle est bien là, la machine. Bon. Donc il y a un besoin de sécurité, mais je suis convaincu que nous avons, cette crédibilité qui nous permet d'apporter la réponse à ce besoin de sécurité. Voilà pourquoi je pense que notre profession aura un grand rôle à jouer dans cette économie numérique, si nos gouvernants veulent bien de nous. Jusque-là, ils nous ont accordé leur confiance, mais je suis convaincu qu'il y a un gros besoin aujourd'hui, c'est un métier nouveau,
Mais nous devons y aller, oui. D'autres questions? Oui. On parle de plus en plus d'outsourcing ou de sous-traitance des services comptables vers des pays émergents. On connaît très peu on a très peu d'informations sur les exigences auxquelles les professionnels sont soumis dans ces pays. Est-ce qu'on devrait tendre vers un titre international? Et si oui, est-ce que vous pensez qui devrait s'en occuper, en fait? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. J'ai dit tout à l'heure, à mon avis, ce risque-là, aujourd'hui, il est dépassé. C'est vrai qu'il y a eu cette tendance à aller chercher de la sous-traitance qui revenait moins cher que d'avoir des salariés dans son propre cabinet. On en revient d'abord parce qu'il y a eu un problème de qualité. Bon, moi, j'ai des choses que j'ai entendues, hein. J'ai des confrères qui en sont revenus, qui ont laissé tomber. Ça n'était pas toujours des confrères ou des collègues dans les cabinets en question, c'était des sociétés qui proposaient le service. Nous avons, nous, en France, résolu le problème de la responsabilité de la façon suivante. On a dit, peu importe la façon dont l'information comptable a été mise en œuvre ou élaborée en amont, celui qui est responsable, c'est celui qui a la mission auprès de son client, et s'il a donné ça en sous-traitance, c'est sa propre responsabilité à lui. Donc de toute façon, il est responsable de ce qui se passe. Si c'est lui qui a donné en sous-traitance, il est responsable. Deuxièmement, on lui a demandé d'informer son client qui donnait en sous-traitance. Ça les a calmés aussi. Il y a eu moins de demandes. Le problème, c'est qu'on n'est pas en mesure de vérifier la qualité du prestataire. Parce qu'il y a un ordre où il n'y en a pas, il est membre de l'ordre où il ne l'est pas. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai interrogé mon collègue président du Sénégal pour savoir si un tel était bien membre de l'ordre, parce qu'il l'affirmait, il nous demandait à nous des prestations, mais en réalité, il n'était pas du tout. Donc bon, il y a quand même des doutes qui se posent sur la qualité en amont. Donc là, je pense que si on responsabilise le cabinet qui donne en sous-traitance, ça l'engage dans cette responsabilité-là, c'est parfait. Et puis sur l'évolution, moi je n'y crois pas. Je pense qu'on en est revenu de cette période-là. Alors sur un diplôme international, j'ai beaucoup agi à l'échelle européenne. L'Europe, c'est une toute petite zone, hein, pour vous. Mais 28 États membres qui ont 28 cultures différentes, je vous assure qu'autour de la table, il y a de l'animation. On n'est pas fichu de s'entendre sur des concepts de base, quoi. L'audit, oui. L'audit a été défini à l'échelle internationale. Nous avons des normes d'audit, nous avons un métier d'audit qui est clair, net et précis. Après, il y a une adaptation à la réglementation de chaque pays, c'est du détail. La profession est internationale. L'expertise comptable, impossible. Impossible. Les études, on n'est pas tous d'accord sur la durée des études. Le périmètre des missions, vous vous autorisez à faire du bulletin de paye ou pas, du juridique ou pas? Vous avez le droit de faire des statuts de société ou pas? Donc le périmètre, déjà, c'est pas clair. La déontologie, le contrôle de qualité, la discipline, les concepts sont très différents d'un pays à l'autre. Donc moi, je pense qu'il est impossible et illusoire de vouloir organiser à l'échelle internationale une profession, c'est-à-dire une qualification. Nous avons besoin de normalisation internationale et je siège au bord de l'IFAC justement pour agir dans ce cadre d'une démarche internationale, mais je ne pense pas qu'il faille vouloir uniformiser. Il y a quelqu'un qui a dit quand on pense tous la même chose, on ne pense plus rien. Donc je crois qu'au contraire, on s'enrichit de la différence. Et que d'avoir des concepts différents et des approches culturelles différentes peut permettre d'enrichir le résultat. Donc gardons nos différences, à condition qu'elles ne soient pas au détriment du service au client, bien entendu. Par contre, des normes comptables unifiées, harmonisées, ça, ce serait pas mal, oui, quand même. Je n'ai pas parlé des IFRS. Si on parlait des IFRS pour les grandes entreprises, oui, mais pour la petite entreprise... Et je sais que l'IASB travaille sur une nouvelle écriture IFRS for SMEs, mais je pense que là, ça, oui, il faut y arriver. Mais une profession unifiée, il y a une grande confraternité de la profession à l'échelle mondiale. Quand vous allez à un congrès mondial tous les 4 ans, c'est très vivant et très prenant, ça existe. Je pense que c'est déjà bien. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Mais que chacun garde son identité culturelle me paraît intéressant aussi. Ça sent la fin, là.
On arrête, Alain? On arrête. Ah, ils sont fatigués. Monsieur Araou, merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision, vos observations, vos expériences vont nous aider à prendre le virage numérique et ça, c'est inévitable. On pourrait vouloir ralentir ou arrêter cette évolution-là. Ce ne sera pas possible. On fera autant de commissions parlementaires qu'on voudra. Uber est là pour rester et c'est la réglementation qui va changer. Et c'est la même chose avec l'évasion fiscale. La compétition entre les pays est là pour rester et c'est la réglementation qui devra suivre à la même vitesse que l'évolution. Merci à nos partenaires d'avoir à nouveau soutenu nos activités aujourd'hui. À vous tous, avant de vous souhaiter un bon après-midi, je voudrais remercier M. Araou d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a un petit cadeau pour lui. On aurait voulu lui donner du sirop d'érable, mais il ne pourra pas prendre l'avion avec une canette de sirop. À tous, merci d'avoir accepté notre invitation et à bientôt. Je voulais... Alors, merci pour ce moment. Je vous l'avais dit en préambule, je ne suis pas certain d'avoir apporté des réponses à vos questions. J'en ai peut-être rajouté 2 couches. Par contre, je ne voudrais pas en rester là. Moi, je m'adresse aux 2 Alains, parce qu'il y a 2 présidents Alain, à croire que tous les Alains ont une destinée de président dans votre pays. Je pense que ce serait bien que nous continuions à échanger sur ce sujet. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de réponse et que nous sommes dans cette phase de réflexion, etc., donc je verrais bien une collaboration, une relation, un échange sur les mois à venir entre l'Ordre du Québec, mais l'Ordre du Canada aussi, sur le sujet du numérique. Voir si on arrive à avoir des avancées et des réponses, et notamment dans nos relations avec les États, nos gouvernements et donc l'autorité publique. Ce que fait l'un pourrait inspirer l'autre, mais si on y allait ensemble, ce serait peut-être pas mal. Donc restons en contact. Je ne veux pas repartir sans vous faire moi mon petit cadeau aussi, c'est de vous dire, c'est pas un cadeau, c'est restons main dans la main et en tout cas affrontons ce challenge et ce défi ensemble pour voir comment engager la profession des CPA et des experts comptables dans ce monde numérique. C'est un vrai challenge. Il y a beaucoup à attendre. C'est pour nos générations futures. Hein. Nous, on va laisser ça à nos successeurs, mais ils ont besoin de nous aujourd'hui. Il ne faut pas se louper sur ce virage important. Il faut le prendre dans l'intérêt de la profession. On a hérité de nos pères une profession formidable. Il faut la transmettre à nos fils comme nous l'avons reçu. C'est notre responsabilité. Les choses font très vite. C'est des mois et quelques petites années à venir. Donc, France-Canada ensemble, sur le coup, ce serait pas mal. Merci.